Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Tu pensais être maître de toi ? Perdu. Ton cerveau prend chaque jour 35 000 décisions en 230 millisecondes sans te demander ton avis. Ce qui le drive ? Il veut sa dose. Il analyse ses chances d'obtenir de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine et des endorphines, vs les risques de sécréter du cortisol ou de la noradrénaline. En réalité, on est donc tous des drogués. Y compris Guillaume Mathias, expert en neurosciences et sciences cognitives, et fondateur de BMO, une académie en ligne qui te permet de comprendre nos processus décisionnels. Dans cet épisode, il m'explique comment les hormones contrôlent nos vies. Mais peut-on contrôler nos hormones ? Probablement, si tu suis les quelques pistes qu'il partage. Un échange tout simplement passionnant, mais malheureusement trop court, mon cerveau en redemande, il n'a pas eu sa dose. Heureusement, j'ai démarré cette semaine la formation BMO et j'ai hâte de creuser tous ces sujets. Belle écoute! Salut Guillaume! Salut, comment vas-tu? Écoute, je suis en pleine forme comme à chaque fois que j'enregistre un podcast. D'ailleurs, j'ai pris l'habitude de démarrer mes enregistrements avec un petit tour d'inclusion où tu peux partager quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine, l'énergie avec laquelle tu abordes ce podcast, ou bien au contraire, s'il y a quelque chose d'un petit peu négatif que tu aimerais bien déposer avant de commencer à parler, eh bien c'est aussi le moment. Positif ou négatif, je sais pas trop. Je viens d'apprendre il y a 3 minutes que ma chère et tendre était positive au test Covid, et ça a l'air d'être plutôt en mode gros rhume. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? J'en sais rien. Mais voilà. Donc, j'aborde dans ce podcast dans cette dynamique-là de surprise il y a 3 minutes. Bon écoute, c'est bien, ça va pouvoir, on va pouvoir illustrer la capacité d'adaptation du corps humain et de l'intellect. En tout cas, je lui souhaite un bon rétablissement. Et moi, je te fais mon petit check-in. Donc, j'ai passé un super week-end à Font-Romeu avec Hugo Collin, avec qui j'ai déjà enregistré un épisode. Et on a passé le week-end à faire des roulades dans la neige, des opérations de simulation de sauvetage, à jouer comme des gamins et à faire des franchissements d'obstacles. C'était très varié, très riche, un moment très intense de partage en groupe aussi, tu vois. Et j'aime beaucoup ces moments où tu reconnectes un petit peu avec ton esprit d'enfant, tu vois. Par exemple, on te lance une balle de tennis, tu dois plonger en avant pour l'attraper, faire une roulade et la relancer. Et c'est tout con, mais c'est drôle, tu vois. Et donc on s'est vraiment bien amusé dans la neige comme ça. C'était hyper chouette. Donc je suis assez content de ce petit week-end. C'est une super expérience. Et puis le fait effectivement de partager, de s'amuser, et puis de se redécouvrir à travers plein d'activités, des situations un petit peu atypiques, dans lesquelles justement on doit s'adapter et qui nous permettent de mieux se redécouvrir. Ça doit être très chouette. Ouais, ça l'était. Écoute, je t'enverrai une invitation pour le prochain. Exactement. Et d'ailleurs, c'est toi, ce que j'ai demandé. qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de m'intéresser au potentiel humain ? En fait, j'ai la chance de pouvoir appréhender assez facilement des environnements très complexes. Ce qui fait que très jeune, déjà, je me posais des questions assez bizarres que généralement personne ne se posait. Mes amis avaient pris pour l'habitude de dire « cherche pas, ça c'est Guillaume ». Et forcément, quand on fonctionne un peu différemment que ses amis, mon lycée, j'étais dans un lycée particulier où j'avais cours que le matin. Et si je traversais la rue, la porte d'en face, c'était les universités de sciences cognitives de Bordeaux. Et forcément, dès que en seconde, j'étais en seconde le matin, et à midi, je traversais la route et j'allais squatter les cours magistraux en sciences cognitives. Et j'ai découvert un monde fabuleux, absolument passionnant. Et donc, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, en fait, à venir étudier le cerveau humain. Et j'ai découvert un potentiel absolument incroyable. C'était il y a plus de 20 ans et je suis toujours dedans et je suis tout le temps toujours aussi émerveillé. Du coup, tu as commencé à suivre des cours de fac en neurosciences alors que tu étais au collège, au lycée ? Alors, pas en neurosciences au départ. Au départ, c'était à travers le prisme des sciences cognitives.
Puis d'un cours à un autre, j'ai découvert des cours passionnants en sociaux, en ethno, en anthropo, en sciences sociales au sens plus large, ou en psychologie sociale. Et voilà, j'ai commencé en fait à grenouiller un petit peu dans tous ces cours, et j'ai fait ce que je savais faire quand j'étais gamin. Tu me donnes de la matière et je la modélise. Et puis de modèle en modèle, je trouvais que ça allait pas assez vite, donc j'ai eu l'arrogance à 16 ou 17 ans d'aller voir les profs en espérant me faire passer pour un étudiant de fac, en leur disant que est-ce que je pouvais avoir plus de matière ou des approfondissements sur des choses. Et ils étaient à deux doigts de me mettre dehors à coups de pied aux fesses. Et puis finalement, il a quand même jeté un œil sur les modèles que j'avais fait. Et la personne avait trouvé ça plutôt pertinent. Et du coup, je suis allé déjeuner avec cette personne-là. Et puis finalement, elle s'est mise à m'abreuver de matière. Et je me suis mis à modéliser et surtout à aller chercher des transversalités dans les matières, puisque il y a quand même en recherche, ça fonctionne énormément en silo, en fait, de façon très très cloisonnée. Et en fait, cette façon de modéliser m'a permis d'aller chercher des transversalités. Et effectivement, c'est comme ça que ça a démarré. Merveilleux. Et donc, toute cette connaissance, toute cette passion pour le cerveau humain, tu as décidé de la transmettre au sein d'un organisme de formation qui s'appelle BMO, c'est ça? Exactement, BMO Academy. Mais ça a démarré en fait petit à petit. Euh, quand justement je faisais ces modèles à l'époque en fac, j'avais des visions transversales sur les sciences cognitives, mais les sciences cognitives s'intéressent au traitement de l'information. Comment est-ce que notre cerveau traite les infos et produit finalement de la cognition. Et je suis arrivé à un moment donné à une limite où je me suis dit que si je voulais vraiment comprendre le traitement des flux, il fallait que je m'intéresse à la structure qui supporte les flux. Et là, pour le coup, ça m'a amené et on m'a connecté avec différents domaines, mais cette fois-ci côté neurosciences, à aller d'abord faire de la neuroanat, de l'endocrino, de la neurobio, etc., pour aller comprendre cette fois-ci la structure des flux. Et après, il a fallu réussir à faire la jonction entre les sciences cognitives, si je résume, qui traitent de la cognition, des données en elles-mêmes, et des neurosciences qui traitent de la structure. Pour le coup, c'est des domaines de recherche qui n'ont absolument rien à voir, des protocoles de recherche qui se ressemblent pas du tout, et ça a été un gros boulot de faire la jonction entre les deux. Une fois que la jonction a été faite, en fait, j'ai commencé à faire des conférences dessus à 19 ans, mais ça intéressait que le corps universitaire. C'est-à-dire que à 19 ans ou à 20 ans, si je me pointais dans une entreprise et que je parlais je parlais pas d'expertise, mais d'approche transversale en neurosciences et sciences cognitives, les gens me regardaient, chef d'entreprise ou autre, me disaient mais monsieur, on n'est pas malade. Donc il y avait vraiment cet ancrage que les neurosciences et les sciences cognitives ne pouvaient servir qu'à la pathologie clinique, alors qu'en réalité on peut en faire plein de choses. Et donc, avant même de commencer à transmettre vraiment sur BMO, la BMO Academy, ça a été dans un premier temps destiné. Je cherchais en fait où et comment toucher les gens avec ça, leur permettre de le transmettre. Et quand est-ce que les gens sont disponibles à recevoir ce type d'information. Encore une fois de plus, je te parle de ça il y a presque 20 ans. Et si on regarde rapidement, le soir, tu rentres du boulot, t'es séché, éventuellement t'as des enfants, t'as plein de trucs à faire, t'as pas envie d'aller te manger des cours de neurosciences et de sciences cognitives à ce moment-là. Les week-ends, on oublie. Finalement, il reste en semaine et en journée. Donc, dans les entreprises. Et en fait, j'ai commencé à transmettre à l'approche de BMO au sein des entreprises, mais au sein d'une entreprise, il faut donner une finalité d'usage. Et donc, cette approche, ou le potentiel humain qui est pour moi sur la stratégie adaptative, donc la mécanique décisionnelle, la mécanique décisionnelle dans une entreprise, c'est fondamental. La décision d'achat, l'engagement des salariés, etc., ou le développement, l'innovation, la créativité, j'en passe, sont des mécaniques adaptatives clés dans une boîte. Et donc j'ai commencé en fait comme ça progressivement. D'abord c'est la DGA, 20 ans, 21 ans, délégation générale pour l'armement ou direction générale, qui m'a fait confiance. Donc j'ai eu mes premières promos à cet âge-là. Et puis ensuite des sociétés privées. Et puis pendant 12 ans, j'ai accompagné plus d'une centaine de sociétés un peu partout dans le monde, et avec des résultats qui étaient fantastiques. Et je suis devenu papa à 31 ans, 32 ans. Et pour le coup, là, je passais énormément de temps dans les avions. Et c'est là que j'ai décidé de protéger mes travaux à l'international, poser mes bagages et me mettre à transmettre. Et c'est là que BMO Academy, en mode transmission, est né. Magnifique. Bon, écoute, on va avoir l'occasion de toute façon de revenir un petit peu sur ces concepts, sur tous les mécanismes sous-jacents qui permettent de prendre une décision. J'aimerais qu'on démarre un petit peu par cette citation que j'ai beaucoup aimée, je te le disais en intro sur ton site où tu dis « Nous sommes des organismes vivants, doués de mouvement, qui devons continuellement nous adapter à des environnements en perpétuel changement. »
Et il y a 3 mots-clés que je trouve très intéressants là-dedans. Le premier, c'est mouvement, le deuxième, c'est adapter, et le troisième, c'est changement. Je propose qu'on les traite un par un. D'abord, le mouvement, quel lien, quelle relation il y a entre le développement du cerveau, le développement cognitif et le mouvement? En fait, il est fondamental. Effectivement, cette phrase clé, pour moi, elle nous définit à sa plus stricte expression. Et quand je dis nous sommes organismes vivants doués du mouvement, les gens souvent pensent que doué du mouvement, c'est anecdotique. Mais non, en fait, c'est absolument fondamental. Daniel Wolper, c'est un neurologue contemporain britannique qui exerce toujours aujourd'hui, qui s'amuse à venir taquiner un peu la communauté scientifique en définissant le cerveau comme l'organe du mouvement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mouvement, on n'a pas la nécessité d'avoir une structure cérébrale telle qu'on l'a. Pour illustrer son propos, en fait, il nous prend l'exemple du tunisier. Le tunisier, c'est une petite larve qui vit dans les océans, qui, pendant la première moitié de sa vie, va se déplacer. Et donc, si on fait une dissection, on retrouve bien une structure cérébrale dans cette petite larve. En revanche, dans sa deuxième phase de vie, le tunisier va se fixer sur un rocher, un joli petit belvédère, et il n'en bougera plus jamais de sa vie. Et en fait, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va cannibaliser son propre cerveau. Ça va être sa première source alimentaire. Une fois qu'il est fixé, en fait, il va rentrer dans un mode de vie végétatif, et donc il n'y a pas besoin, vu qu'il n'a plus de mouvement, il n'y a pas besoin de structure cérébrale. Donc le fait qu'on soit doué du mouvement est absolument fondamental, et c'est ce qui nous donne du coup la nécessité de toutes ces capacités cognitives, neurologiques que nous avons. Et ça se comprend en fait. Si on regarde d'un peu plus près, pour qu'il y ait mouvement, il faut déjà qu'on ait une perception de notre environnement. Et au-delà de la perception de notre environnement, il va falloir qu'on ait des modalités d'interaction avec cet environnement. Et si on veut interagir avec cet environnement, pas de façon archaïque, eh bien, il faut bien qu'on ait un but, un objectif. Donc, il faut qu'on soit capable de projeter un objectif. Et quitte à interagir dans un objectif pour atteindre un objectif projeté, et que l'on apprenne la coordination du mouvement, bah, tant qu'à faire, autant qu'on le mémorise, qu'on ne réapprenne pas à chaque fois. Et puis, de ces apprentissages, on est obligé de les adapter. On a appris, par exemple, à frapper une balle en coup droit. Eh bien, on apprend le geste, mais ensuite, on va réadapter le geste en permanence en fonction de la situation. Donc, il faut que par rapport à ces apprentissages, on ait une proprioperception, c'est-à-dire une perception de nos membres et de l'espace qui nous permettent d'adapter, de corriger, et pas avoir un geste mécanique comme un robot qui frapperait bêtement dans le vide. Donc, en fait, tout ça nécessite tout un ensemble de structures au sein de notre cerveau qui sont absolument fondamentales pour pouvoir coordonner le mouvement. Donc, si on n'avait pas de mouvement, si on n'avait pas la capacité de mise en mouvement, il n'y aurait aucune raison qu'on ait une structure cérébrale. Mais ça, toutes ces structures, donc la perception de l'environnement, tous ces inputs, etc., que tu perçois, la coordination des mouvements, tout ça, ça reste dans le système du mouvement en lui-même. Si tu restes assis sur une chaise, par exemple, t'es en fauteuil roulant, etc., et que tu veux simplement utiliser les parties de ton cerveau liées, je sais pas, la mémoire associative, la capacité de réflexion, la logique, etc., est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que c'est des parties différentes du cerveau? Est-ce que quelqu'un qui bouge beaucoup, par exemple, il sera potentiellement plus intelligent, il aura plus facile à résoudre des problèmes? Ou est-ce que c'est vraiment des parties différentes du cerveau? Non, il y a vraiment des structures complètement différentes, mais ne t'y trompe pas, quelqu'un qui est assis sur une chaise, chaise fixe ou fauteuil roulant, bouge énormément. C'est la coordination du moindre geste sont des traitements d'information extrêmement complexes. Donc, c'est juste que alors en l'occurrence, quand tu dis quelqu'un qui bouge beaucoup, j'entends peut-être du côté sportif, vraiment sport endurance ou sport explosif, qui nécessite une grande dépense énergétique. Oui, il va y avoir un impact. Mais qui va plus être de l'ordre de la régulation des états physiologiques. Je vais donner un exemple très simple. Si jamais tu fais un sport de fond, tu as besoin d'oxygène. Donc, tu vas avoir une augmentation du taux de globules rouges qui va te permettre d'avoir un sang plus riche en oxygène. Or, l'oxygène, combiné avec les glucides, vont créer une combustion et c'est ce qui nous fournit de l'énergie. Donc, si tu as une meilleure oxygénation du sang, bah, tu as une meilleure énergie, enfin, tu as plus d'énergie. Si tu as plus d'énergie, tu fais tourner plus facilement les fonctions à la fois physiologiques et cérébrales. Donc, la mise en mouvement va nous permettre d'optimiser plutôt comme une régulation, une meilleure régulation au niveau de notre corps. Et qui est très très positive, donc j'incite chacun effectivement à faire du sport quotidiennement ou presque. Ok, donc en gros, tu améliores ton métabolisme et donc tu donnes un meilleur carburant à ton cerveau qui lui permettra de mieux fonctionner. Exactement.
Et donc sur la suite de la phrase, il y avait les notions d'adaptation, donc qui peuvent peut-être relier à l'hormèse, etc. Et puis de changement. En quoi est-ce que le fait de sortir de sa zone de confort, d'aller découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, etc., continue à améliorer notre cerveau, notre capacité de décision, etc. Alors c'est essentiel, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je répète en boucle tout le temps, qui moi m'a énormément guidé. Gamin, un jour on m'a dit, quand deux chemins se présentent à toi, prends toujours celui que tu ne connais pas. Et en fait, c'est peut-être le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma vie. Notre cerveau, lorsque l'on naît, à la naissance, on a tous les câblages neuronaux. On a 80, je sais plus combien, 87 ou 85 à peu près dans ces eaux-là, milliards de neurones dans le cerveau. Pas tous d'accord en fonction des chiffres. Avec entre 1 et 10 000 connexions synaptiques, ce qui nous donne des milliards de connexions potentielles. Eh bien, à la naissance, on a toutes ces connexions-là. Sauf qu'elles sont passives. Et il va falloir percevoir de l'information et activer ces voies neuronales-là. Et une fois qu'elles ont été activées, elles vont être conservées. Toutes les voies qui n'ont pas été activées, il y a ce qu'on appelle le premier élagage synaptique qui arrive aux environs de 2 ans. D'ailleurs, on le voit vite, il y a une transformation de l'enfant. Les Américains appellent ça the terrible two. Tous les parents qui ont des enfants en bas âge reconnaîtront bien cette période. Eh bien là, il y a un premier élagage synaptique et on ne va conserver, entre guillemets, à peu près, que les neurones ou les voies neuronales qui ont été activées. Et elles vont constituer le premier socle. Ensuite, notre cerveau, au fur et à mesure, va se spécialiser à notre environnement. Et plus on va grandir, plus cette spécialisation va faire que les voies secondaires vont être mises de côté au profit de grandes voies principales de traitement de l'information. Ce qui fait que, et c'est vachement intelligent, c'est pour ça d'ailleurs que notre cerveau, pour info, notre cerveau commence à se développer à 5 semaines de grossesse aménorrhée dans le ventre maternel et finit la pleine maturité cérébrale aux environs de 23-25 ans à peu près dans ces eaux-là. Donc, si on a mis 20 ans à spécialiser notre cerveau, c'est pour qu'on ait une parfaite adaptation à notre environnement. Le truc, c'est que notre cerveau s'est développé à travers des millions d'années d'évolution dans des environnements où, enfin, à des époques plutôt, où l'environnement de naissance et l'environnement de fin de vie étaient quasi similaires. Il y avait très peu de changements. Donc, c'était plutôt une excellente chose que le cerveau s'hyper spécialise à son environnement. Nous, aujourd'hui, on vit dans une société qui a particulièrement accéléré, et la société, au moment de notre naissance, et la société en notre fin de vie, n'a plus rien à voir. Demandez aux grands-parents comment était la société à leur époque, comparant là à maintenant, tout a changé. Et donc, notre cerveau, pour le coup, avoir une stratégie d'hyper-spécialisation n'est peut-être pas forcément le plus pertinent aujourd'hui. Donc, comment éviter cette hyper-spécialisation ? Eh bien, tout simplement en étant curieux, en sollicitant plein de types d'informations différents régulièrement pour éviter que notre cerveau s'hyper-spécialise, mais au contraire, garde une grande pluralité de voies neuronales, une grande pluralité de types de traitement de l'information pour pouvoir conserver son adaptabilité. Donc en fait, on en revient un petit peu à cette règle qui dit ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Si on arrête d'apprendre, si on arrête d'entraîner cette plasticité neuronale, il y a plein de voies synaptiques qui vont plus être utilisées et par contre, les autres vont se renforcer à un point tel qu'elles seront hyper spécialisées. C'est bien ça que tu dis. Exactement, c'est exactement ça. Ce qui fait que du coup, Et les voies spécialisées sont hyper efficaces, vraiment, mais toutes les voies secondaires, enfin toutes, c'est un bien bon mot, mais une grande majorité des voies secondaires dans cet environnement-là ont été élaguées, tout simplement, détruites. il y a une limite à ça, au bout d'un Oui. moment, est-ce qu'on risque pas de saturer le cerveau ? Non, aucune chance. On peut y aller. On a 1 million de milliards de connexions potentielles, donc il y a absolument aucun souci. Et puis, si jamais certains faisceaux neuronaux sont saturés, il va y avoir, on va agrandir le réseau, en fait, tout simplement. On va démultiplier les connexions synaptiques, et même dans la démultiplication des connexions synaptiques, si jamais elles-mêmes étaient saturées, il y aura ce qu'on appelle, dans pas mal d'aires cérébrales, de la neurogénèse, la production de nouveaux neurones pour venir renforcer les voies. Donc, il y a aucun souci, hein. On peut y aller du matin au soir sans risquer de saturer la mémoire. La seule chose qu'on risque de saturer si vraiment on apprenait du matin au soir non-stop, c'est nos capacités énergétiques. En fait, on s'épuiserait. Mais c'est pas une saturation de la mémoire. Et là, du coup, tu sous-entends que le fait d'apprendre de nouvelles choses peut conduire à stimuler la neurogénèse, donc la production de nouveaux neurones. Est-ce qu'on pourrait voir ça comme un rempart contre le vieillissement ou...
la dégradation intellectuelle, cognitive liée à l'âge? Alors, oui, plus que le vieillissement, parce que le vieillissement, tu peux faire ce que tu veux, c'est la Tu fuite du vieillis. temps, hein. Quoi Ouais. qu'il arrive, on vieillit. Par contre, la question, c'est comment est-ce qu'on vieillit? Euh, et ça, effectivement, c'est un élément clé, c'est-à-dire que plus on va conserver une plasticité, c'est-à-dire une capacité que va avoir notre cerveau à se remodeler en fonction des environnements, eh bien plus en fin de vie, on sera capable de conserver cette faculté adaptative et surtout, pour moi, c'est un facteur très important, c'est la motivation à s'adapter. Il y a beaucoup de personnes dont les voies neuronales se sont hyper spécialisées à un type d'environnement. L'environnement a changé, le cerveau a perdu une partie de sa capacité d'adaptation, et la première conséquence, c'est la perte de motivation à faire. Donc, le fait de pouvoir continuer à s'adapter va permettre de conserver une partie de ces facteurs motivationnels et donc l'envie de se mettre en mouvement. Et ça, c'est essentiel. Et du coup, à cet égard, est-ce qu'on pourrait pas considérer que la retraite est hyper dangereuse parce que tu t'es hyper spécialisé dans ton travail et du jour au lendemain, tu te retrouves sans plus rien à faire, tu perds cette motivation de bouger et petit à petit, tu t'éteins? Alors pour le coup, je suis encore relativement loin de la retraite, mais des retraités que j'ai autour de moi, une grande part me disent qu'ils n'ont jamais été aussi occupés et avec un planning full qu'à la retraite. Je sais pas si c'est de la provoque ou si c'est sérieux, mais non, le danger en fait c'est une part des pertes des stratégies de satisfaction, c'est-à-dire que dans le travail, on a des mécanismes motivationnels particuliers, et le fait de passer à la retraite va faire que ces mécanismes de motivation ne sont plus. Et il va falloir effectivement, au moment du passage à la retraite, à trouver de nouvelles motivations, de nouvelles envies, mais pour le coup, à la retraite, tu as une pluralité de choix qui s'ouvre à toi, qui est importante, et au contraire, faut aller la chercher, aller l'exploiter, bien évidemment. Et maintenant, si on se replace sous le prisme d'un jeune enfant, tu me disais en plus que tu étais papa, tu as précisé tout à l'heure qu'il y avait un premier élagage qui se faisait à 2 ans. Est-ce qu'il faut essayer de surstimuler son enfant avant 2 ans justement pour sauvegarder un maximum de connexions synaptiques et lui donner une base plus importante pour la suite? Ou bien est-ce que c'est kiff-kiff et ça change pas grand-chose en réalité? On a eu un petit problème technique. On est de retour. Donc Guillaume partageait le fait qu'il avait 2 petites filles et était en train de me raconter comment est-ce qu'il faisait plein d'expériences sur elles. Arrête, je vais avoir des problèmes. Donc ouais, j'adore les appeler mes deux petits rats de laboratoire. Mais c'est avant toute chose mes deux princesses, bien évidemment. Non, ce que je te disais effectivement, c'est que la première chose, avant toute chose, c'est la sécurité des enfants, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas sous prétexte que on voudrait renforcer le premier socle neuronal à l'extrême qu'il faut aller les mettre en danger. Bien évidemment, surtout pas. Il faut tout simplement leur faire découvrir plein de perceptions des choses différentes. En d'autres termes, et c'est une fonction fabuleuse en tant que parent, c'est leur faire découvrir le monde, leur faire explorer le monde, mais sur des choses toutes simples. Je me rappelle, je m'amusais par exemple dans les premiers mois de vie à pouvoir l'asseoir sur le sable, qu'elle puisse toucher le sable, qu'elle puisse sentir l'odeur de la mer, et puis l'après-midi on était en montagne pour qu'elle puisse découvrir d'autres perceptions, d'autres sensations, l'herbe, les fleurs, donc tu vois, c'est plein de stimulations différentes, donner une grande palette gustative, essayer de solliciter effectivement l'odorat, de créer des interactions, de commencer déjà à jouer avec la motricité, accompagner la motricité, s'amuser à faire des petites choses de coordination très simples. Donc si tu veux, c'est plus amener l'enfant à explorer, à découvrir, à les rendre curieux en fait. D'ailleurs, pour moi, c'est une de mes grandes fonctions de père et un grand objectif de père, c'est d'accompagner mes filles dans la curiosité. Je sais pas d'où ça vient l'idée que la curiosité est un vilain défaut. Au contraire, pour moi, je trouve que c'est une qualité extraordinaire. C'est d'aller explorer, d'aller découvrir, pour pouvoir effectivement solliciter tout ça. Donc, voilà, les enfants, plus on va les stimuler à cet âge-là, plus effectivement ils vont avoir un socle initial important. Mais attention, c'est pas parce qu'on l'a pas fait qu'ensuite, voilà, c'est foutu. Pas de chance. Allez, tous les enfants qui sont nés pendant le Covid en confinement, hein, c'est moche. Non, je plaisante. Bien évidemment pas. Le cerveau a
grande période de développement. Et après, à 2 ans, ce qui se passe, c'est juste que le cerveau va pas aller conserver des voies neuronales qui servent à rien, et donc aller consommer de l'énergie pour rien. Notre cerveau s'est développé à travers des millions d'années pour optimiser nos chances de survie. Or, l'énergie est fondamentale dans notre survie, ça sert à rien d'aller gaspiller de l'énergie. Donc le cerveau va tout simplement à 2 ans se dire, bah voilà, toutes ces voies-là neuronales qu'on entretient visiblement servent pas, on les élague, et puis on va aller se concentrer maintenant sur celles qui ont été utiles, qui ont servi. Si en revanche, de nouveaux types de traitements d'information apparaissent, le cerveau aura aucune difficulté à venir créer, cette fois-ci, non pas simplement activer, mais vraiment créer des nouvelles voies neuronales, et le cerveau reste extrêmement plastique pendant son développement. Donc aucune fatalité là-dedans. Ouais, je partage vraiment cette envie de la découverte, de la curiosité. Je suis quelqu'un moi-même d'extrêmement curieux. Puis j'ai une petite fille aussi qui a 13 mois et c'est fou à chaque fois que tu la sors dehors, à quel point elle est curieuse de tout. Tu vois, elle voit une feuille tout de suite, elle a envie de tendre la main pour l'attraper. Tu parlais du sable tout à l'heure et tu vois vraiment, c'est vraiment un être qui découvre tout, tu vois, mais qui est intéressé et curieux de tout. Et surtout, je trouve l'extérieur, la nature est vraiment un endroit d'émerveillement pour elle, beaucoup plus que les environnements à l'intérieur. Dès qu'elle est dehors, elle est super contente, super éveillée. Tu vois, on peut faire une randonnée de 3 heures, je la mets sur mon sac à dos, elle va pas dormir des 3 heures parce qu'elle va regarder tous les arbres, tous les oiseaux qui passent, etc. Elle me montre des trucs, elle fait des petits cris, etc. Et, euh, et c'est fou cette beauté de la curiosité qu'on a tendance parfois aussi à perdre un petit peu une fois adulte, à être moins sensible justement à notre environnement, à tout ce qu'on voit tous les jours, à traverser nos journées un petit peu à toute vitesse, sans prendre le temps d'apprécier la beauté du monde qui nous entoure. Ben oui, mais en fait, on croit avoir vu ce qui nous est familier, on croit l'avoir vu et dans le détail et le connaître. Moi, il y a un jeu que j'adore faire, c'est prendre un carré de 50 cm sur 50 cm dans n'importe quel gazon, et là de regarder ce qu'on appelle le gazon. Et en fait, si tu te penches et que tu prends le temps de regarder, tu vas découvrir qu'il y a 10, 15, 20 variétés de plantes différentes dans ce gazon. Et il y a plein de fleurs très 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 différentes. Et puis, si on regarde encore un peu en dessous, eh bien, on va découvrir que la Terre n'est pas toujours de la même nature. Il y a plein de natures de Terre différentes. Et il va y avoir plein de micro-organismes qui vont vivre là-dedans, plein d'insectes, etc. Et on peut passer une après-midi entière sur 50 cm de gazon et explorer un monde absolument incroyable. Et pourtant, lorsqu'on passe devant, on dit oui, bah c'est du gazon. Et en Ouais, fait, c'est tout simplement, voilà, réapprendre à avoir ces yeux de la découverte des enfants qui, eux, sont capables de se poser et de jouer dans l'herbe pendant un moment avec l'herbe en elle-même. Et c'est ça, je trouve qu'il faut, c'est une façon de regarder le monde qu'il faut réussir à conserver ou à réapprendre. J'adore. Et est-ce que tu penses pas que justement le fait qu'on se lasse facilement des choses qu'on voit tous les jours devant nos yeux est pas justement une stratégie du cerveau pour t'obliger à aller vers la nouveauté, vers l'exploration, vers l'aventure et à être en constant apprentissage? Alors, en fait, l'idée est super intéressante. Je sais pas si c'est une volonté à nous pousser à aller explorer ou si c'est encore un mécanisme de survie du cerveau comment dire, qui va créer ce qu'on appelle des facteurs d'habituation. C'est-à-dire que quand le cerveau tombe sur quelque chose qu'il ne connaît pas, ça va être, entre guillemets, normalement, très dopaminergique, c'est-à-dire très, très gratifiant. On va ressentir une sensation de plaisir à explorer, à découvrir de nouvelles choses. Mais imagine si, derrière cette mécanique se mettait en place en permanence. À chaque fois que tu le reverrais, tu fais oh de l'herbe, oh de l'herbe, oh de l'herbe. On s'en sort plus, tu veux. Et puis le cerveau serait obligé de retraiter et remettre beaucoup beaucoup d'énergie là-dedans. Donc en fait, une fois qu'il a traité de l'information, bah oui, ça va être très dopaminergique la première fois, très motivationnel, très gratifiant. Puis un petit peu moins la deuxième, puis encore un petit peu moins la troisième, et jusqu'à ce que ça ne soit plus du tout et qu'on n'y porte plus vraiment d'intérêt. Est-ce que c'est une finalité à nous pousser à aller découvrir? Je sais pas. Sincèrement, ça serait une super bonne. Ça mériterait une vraie réflexion en fait. Demander si le facteur d'habituation est une quête à l'exploration ou si le facteur d'habituation est plutôt une mécanique d'économie d'énergie. Pour éviter la saturation. C'est Ouais, ça. et justement, là, tu avais commencé à parler de la dopamine. Donc, les hormones contrôlent globalement un petit peu tous nos niveaux de bonheur et aussi potentiellement toute notre vie et tout ce qu'on fait. Et initialement, dans un besoin de survie. Et dans un monde, dans une société où justement notre survie, elle est assurée, dans une société d'opulence où tu as tout à portée de main, est-ce que les hormones jouent pas contre nous et nous font adopter des habitudes de vie qui sont en réalité contraires à notre physiologie? Elles sont en tout cas
plus vraiment adaptées. C'est où il faut apprendre en tout cas à les appréhender. Heureusement, alors, il y a derrière ces hormones, en fait, tu as des neurotransmetteurs et des hormones, et c'est vraiment eux qui nous mettent en mouvement. Pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'on ait un état de tension. Imagine si jamais on était en complétude absolue. Vraiment, tu t'assois et La plénitude. C'est ça, mais vraiment absolu, c'est-à-dire pas faim, pas soif, un bien-être absolu, l'équilibre parfait. Ouais, l'équilibre parfait, c'est un état inerte. Si une situation est parfaitement à l'équilibre, elle est inerte. Si elle est inerte, il n'y a pas de vie. Il y a pas Pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait du mouvement. Et donc, ce déséquilibre intérieur qui se crée en nous est absolument fondamental pour créer le mouvement. Et en fait, ce déséquilibre, ça va être un état de tension. Il a fallu que la nature, à un moment donné, trouve le moyen d'éviter qu'on soit en complétude absolue. Donc, il a fallu qu'elle arrive à créer en nous des états de tension, et elle est venue créer des états de tension grâce effectivement à ces neurotransmetteurs ou à ces hormones, notamment qui sont la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, et dans une autre mesure, les endorphines. Et de l'autre côté, de la noradrénaline principalement et du cortisol, qui arrive en conséquence. Et ces hormones et ces neurotransmetteurs vont créer en nous des états de tension qui vont nous amener à se mettre en mouvement. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que ces états de tension, ce déséquilibre, c'est un manque. Et donc, si jamais je n'ai pas un taux de dopamine, d'ocytocine, sérotonine ou d'endorphine, mais ça c'est encore un peu à part, suffisant dans le sang, je vais sentir un manque en moi, donc un état de tension, donc le besoin de me mettre en mouvement pour aller en chercher. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on est tous des drogués. C'est la mécanique pure et dure des drogues. C'est juste que les drogues sont des stratégies ultra puissantes par rapport à ce qu'on est censé trouver quotidiennement. Mais ce sont les mêmes mécanismes qui se jouent derrière. Et donc, ces neurotransmetteurs et ces hormones, les contextes en fait dans lesquels on peut les trouver, se sont définis et se sont construits progressivement à travers des millions d'années d'évolution, donc dans des progressions lentes. Et à ce moment-là, parfaitement adapté. Aujourd'hui, la société s'est accélérée de vitesse à une vitesse absolument incroyable, et ces contextes de déclenchement n'ont pas suivi. Pourquoi ? Parce que c'est trop rapide pour qu'on ait une adaptation biologique aussi vite. Et pour le coup, on a des mécanismes qui étaient parfaitement rodés pour il y a 100 000 ans, ou même 25 000 ans, mais beaucoup moins aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qu'on a organisé dans notre société, c'est pour justement créer une satisfaction permanente à ça. Et d'ailleurs, plus on en a, plus on en veut. À l'époque, si tu voulais des fruits, t'avais intérêt à tant de Cro-Magnon, mon pote Maurice là, qui vivait dans la grotte de Lascaux, il avait intérêt à bouger ses fesses, à aller marcher et à être à la bonne période, à faire face à plein de dangers, etc. Si vous voulez aller croquer dans une bonne pomme ou dans des bonnes cerises. Donc il y avait une nécessité forte de mise en mouvement et donc une sacrée satisfaction au moment où tu l'avais. Aujourd'hui, on importe dans tous les sens, on a des fruits de toutes les saisons, de toute la planète en permanence et avec un accès très très rapide. Donc on a une très grande gratification au moment où on le consomme, qui vient de nos anciens mécanismes, mais très peu d'efforts pour l'atteindre. Et ça, pour le coup, ça produit des déséquilibres. Et dans ce sens-là, je te rejoins qu'effectivement, ce système-là n'est plus optimal dans notre société par rapport à ce qu'il a pu être avant. Et puis justement, je comprends bien comment ce déséquilibre te pousse à te mettre en action et pour justement, et je vois bien en quoi est-ce que c'est une stratégie de survie justement que de pousser à aller chercher justement un fruit ou quelque chose de sucré, de gras, de salé, parce que ton corps en a besoin et qu'à l'époque, dès que tu arrivais à trouver justement une forte quantité d'énergie, il fallait en profiter le maximum possible et essayer de faire des réserves. Mais aujourd'hui, quand tu as tout à portée de main, donc tu as pris l'exemple des fruits, tu aurais pu aller plus loin dans les produits industriels qui sont déjà hyper gras, hyper salés, hyper sucrés et qui ont un peu hacké notre cerveau pour nous donner envie de les consommer. Mais même dans la technologie, tu vois, par exemple, tu regardes des vidéos TikTok, tu vas avoir un petit shot de dopamine toutes les 6 secondes. Donc, comment est-ce que tu apprends à contrôler un peu la chimie de ton cerveau pour que, justement, pour pas te dévoyer ? Alors, c'est exactement ça en fait le fond de mécanique. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, c'était compliqué avant d'aller chercher ça. Donc pour nous motiver à aller chercher quelque chose qui est difficile à atteindre, il faut qu'au moment où on l'atteint, on a une forte gratification. Et donc la décharge que va nous envoyer le cerveau en dopamine notamment,
je dis bien notamment parce qu'il y a d'autres contextes, va être forte. Aujourd'hui, on a les mêmes intensités, mais sans l'effort. Et donc, on en prend dans une surconsommation. Ce qu'il faut réussir à maîtriser, bah déjà pour moi, la première étape, c'est déjà de comprendre comment ça marche. Comment fonctionne cette mécanique? Comment ça fonctionne précisément dans mon cerveau pour que je sois capable de l'observer et en l'observant, à travers cette compréhension, ne plus en être, entre guillemets, j'ai pas le terme exact, mais prisonnier dans l'incompréhension. Tu vois, souvent j'entends des gens qui me disent mais je comprends pas, je recommence toujours la même chose, je recommence tout le temps la même erreur. J'ai l'impression de pas apprendre de mes erreurs. Oui, c'est normal. Une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, on comprend la boucle qui se joue dans notre cerveau et on est capable de l'observer. Et en l'observant, de s'en extraire et de pouvoir, dans cette distance, prendre la distance qui me permet d'agir. L'exemple que j'adore donner, hein, si tu fais un sondage à main levée et les auditeurs peuvent s'amuser à ça, c'est est-ce que vous considérez aujourd'hui que faire du sport est important pour la santé? Ah oui. Et est-ce que vous considérez faire suffisamment de sport quotidiennement? Donc c'est pas le tout de savoir, c'est qu'après derrière il faut comprendre comment ça marche et agir vraiment sur ce qui nous met en mouvement. Comment est-ce qu'on peut éviter cette comment dire, dissonance, déviance, dissonance entre le fonctionnement que l'on a et l'adaptation de notre société aujourd'hui? C'est pour moi, la première étape, c'est de renforcer certaines voies neuronales qu'on appelle les neurones à axone long. Les neurones à axone long sont des neurones inhibiteurs. Alors, il faut comprendre qu'un neurone, lorsqu'un neurone s'active et qu'il se projette sur une autre zone, soit il va activer le neurone suivant, soit il va désactiver le neurone suivant, empêcher son activation. C'est ce qu'on appelle un neurone inhibiteur. Ces neurones inhibiteurs, notamment les neurones à axone long, partent du néofrontal, qui nous permettent, c'est une aire du cerveau qui est impliquée dans le contrôle volontaire. Et justement, c'est un contrôle volontaire parce que quand on active ces neurones-là, ils vont venir désactiver ou empêcher l'activation de certains neurones qui s'activent traditionnellement de façon automatique. Donc c'est vraiment un interrupteur off volontaire sur des mécanismes automatiques. Et plus on va développer ces neurones à axone long, plus on va développer ces neurones inhibiteurs, plus on va pouvoir prendre le contrôle volontaire sur des fonctions qui jusque-là sont purement automatiques. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que c'est ce qui développe la capacité de maîtrise de soi. Plus je développe ces faisceaux neuronaux-là, plus je suis capable de me maîtriser. Donc pour moi, la clé, elle est vraiment là, c'est ramener la capacité de maîtrise de l'individu. Et d'autant plus important aujourd'hui. Comment tu les développes? En les sollicitant. c'est assez bête et méchant comme mécanique. C'est-à-dire que plus je vais développer ma capacité à résister, finalement, plus les neurones qui maintiennent cette résistance vont se densifier, et plus ils sont denses, plus ils désactivent facilement les zones projetées. Ok, donc si tu as l'habitude, entre guillemets, de bien manger, etc., tu vois, de jamais acheter de produits industriels ou de manger peu de sucre, eh ben, tu vas avoir beaucoup plus facile à résister au sucre parce que tu auras déjà entraîné depuis longtemps cette capacité de résistance. Alors, il y a deux choses qui se jouent là-dedans. Si par exemple, tu as l'habitude de manger peu de sucre, alors, le sucre est hyper dopaminergique. D'ailleurs, moi, je suis convaincu que dans 20 ans ou dans 30 ans, on mettra le sucre dans la catégorie, j'entends le sucre raffiné, hein, dans la catégorie drogue. Mais j'en suis absolument convaincu. Je suis tombé sur un bouquin il y a une dizaine d'années qui était un bouquin des scouts, où tu ouvrais, donc c'était le manuel des scouts, hein, qu'on remettait à tous les gamins, tu ouvrais en plein milieu la double page, c'était pour une marque de cigarettes, et à côté, il y avait marqué « Je suis un scout, donc je fume, parce que je suis un homme et que je suis fort. » On faisait l'apologie du tabac en double page dans les bouquins de scouts. Et à l'époque, ça choquait personne. Aujourd'hui, on file des bonbons aux gamins de sucre raffiné, et parce que on leur donne en récompense, et parce que ça leur fait plaisir, etc. Mais c'est une drogue, au sens réel du terme. Ça active les mêmes circuits à des intensités extrêmement fortes. Et je suis convaincu que dans 50 ans, quand on dira, putain, tu te rappelles à l'époque, on leur fait carrément des fraises tagada, quoi. On droguait nos gamins. Donc je suis quasiment sûr, si tu veux, qu'on va arriver dans la même logique.
Et j'en reviens à ce qu'on disait sur les états physiologiques par rapport au sucre. Si tu drogues quelqu'un quotidiennement, évidemment, il va en vouloir toujours plus. Donc ça va être intégré dans ses stratégies de satisfaction addictive. Donc pour lui, ça sera très 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 difficile de résister parce que c'est une stratégie addictive très très forte. En revanche, quelqu'un qui a jamais pris de drogue ou une fois de temps en temps, c'est mal, je le précise, une fois de temps en temps, sa tension addictive est moins importante. Donc la capacité à résister sera plus importante, indépendamment des voies neuronales inhibitrices. Okay. Parce que en fait, quand tu es pris dans une mécanique addictive, ces faisceaux neuronaux-là sont très très développés. Ces faisceaux activateurs sont très très développés. Donc il faudra beaucoup de neurones inhibiteurs pour être capable d'inhiber tous ces faisceaux activateurs. En revanche, si les faisceaux activateurs sont peu nombreux, alors peu de neurones inhibiteurs suffisent à désactiver les neurones activateurs. Donc c'est pour ça que si tu veux, là c'est plus lorsqu'on va dire quelqu'un a pas vraiment l'habitude de manger de sucre ou en mange très peu, donc du coup elle a une grande capacité de résistance, oui, mais pas tant par la densification des neurones inhibiteurs, tout simplement parce que les activateurs sont peu nombreux. Elle est moins addicte. Et du coup, est-ce que tu pourrais me donner des exemples de contextes où on pourrait travailler ces neurones inhibiteurs ? Puisque le sucre en est pas vraiment un et que le sucre répondrait plutôt à des besoins addictologiques. Mais en fait, tout n'est qu'addiction, pure et dure. Ça, il faut, tu vois, c'est ce qu'on disait par rapport au mouvement. Pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait un état de tension. Et la tension naît en réalité d'une mécanique addictive. La tension naît du manque. Le manque à une substance, c'est une addiction, pure et dure. Et j'en ai besoin et j'ai besoin de la répéter. D'ailleurs, à chaque fois que je vais en reprendre, le seuil de satisfaction sera un petit peu plus élevé. Donc, il m'en faudra un petit peu plus. Et c'est vraiment purement et simplement. Et tout ce qu'on fait dans la vie, sans aucune exception. Notre cerveau prend en moyenne 35 000 décisions par jour. 35 000, c'est colossal. Qu'est-ce qu'on entend par décision ? C'est une stratégie adaptative. Mais comment est-ce que notre cerveau fait pour prendre 35 000 décisions en moyenne par jour, et il lui faut pour ça 230 millisecondes ? C'est que tout simplement, de toute façon, c'est un grand mot, mais notre cerveau évalue la potentialité de satisfaction addictive ou aversive de chaque situation. Donc toute décision, elle est prise sous le prisme, sous ce prisme-là. Exactement. En fait, ton cerveau, à chaque fois qu'il perçoit quelque chose, il va interroger les mémoires, etc., et il va évaluer quelle est la potentialité de cette chose à déclencher en moi de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, des endorphines, ou alors sa potentialité. Donc ça, c'est les satisfactions addictives, pures et dures, ou alors la potentialité à déclencher en nous de la noradrénaline et ou du cortisol, et potentiellement du cortisol. Et ça, c'est aversif. On déteste ça. On est totalement aversif à cette sensation-là. Libération de noradrénaline dans le système nerveux central, c'est l'enfer pour lui. Et donc, c'est ce qu'il évalue. Et ça, il lui faut 230 millisecondes pour l'évaluer. Et en fonction de sa potentialité de satisfaction addictive et ou aversive, eh bien, c'est ce qui va déterminer son intention adaptative. Soit d'aller le chercher et de le consommer pleinement pour avoir sa satisfaction addictive, ou alors à le fuir ou à le détruire pour éviter l'aversivité ou en sortir. Donc absolument tout, sans exception, sont régis avant toute chose par ces mécanismes en plein cœur de notre cerveau. En 230 millisecondes, autant te dire qu'on n'en a pas du tout conscience. Mais pourtant, c'est bien ce qui crée les états de tension en nous qui nous mettent en mouvement. Ensuite, la conscientisation arrive après. Et là, après, il y a encore d'autres mécanismes qui se jouent dans la construction de la représentation et la conscientisation de tout ça. Mais initialement, c'est ça. Donc, soit il recherche du plaisir, soit il essaie d'éviter la peur, en gros. La peur ou le stress, quoi. Ouais, c'est ça, l'aversivité. Et autant, ça, je le vois bien, je l'imagine bien sur des petites actions à court terme, autant j'ai du mal à comprendre comment il arrive à faire, à anticiper cette chimie-là pour des décisions à beaucoup plus long terme. Par exemple, moi, je suis entrepreneur, tu vois, dans ma boîte, je vais avoir un plan peut-être sur l'année 2022. Comment est-ce qu'il va pouvoir estimer que tel plan va pouvoir potentiellement sécréter plus de dopamine que tel autre plan ? Par des projections, tout simplement par des projections mentales. Lorsque tu projettes une situation dans ta tête, lorsque tu imagines quelque chose dans ta tête, c'est pas juste un imaginaire qui serait sans conséquence. Cet imaginaire va également passer, notamment dans le système limbique, et produire
des microdoses de dopamine, d'ocytocine, sérotonine, endorphine qui lui permettent d'évaluer la pertinence de la projection. Beaucoup de gens pensent que une image dans notre tête est sans conséquence. Bien sûr que si. Pourquoi ? Parce que notre cerveau a énormément de mal à faire la différence entre les représentations qu'il se fait liées à ce qu'il perçoit et les représentations qu'il se fait par rapport à ce qu'il imagine. On va pas trop rentrer dans les détails, c'est bien technique, mais la représentation qu'on a du monde, c'est le mélange des deux. Et comme ça se mélange en permanence, le cerveau galère pour savoir d'où ça vient et donc est-ce que c'est réel ou est-ce que ça l'est pas. Si jamais tu as le moindre doute sur le fait que tes images mentales peuvent avoir un vrai impact sur la physiologie, je t'invite dans ton intimité à fermer les yeux et à projeter les images les plus érotiques possibles. Et ose me dire que ton corps ne réagit pas en partie comme si c'était réel. Bien sûr qu'il va réagir. Pourtant, on est bien d'accord, t'es juste dans ton intimité et les images que tu as projetées sont purement imaginaires à ce moment-là. Mais le corps va quand même réagir. Eh bien, c'est la même mécanique qui se passe, entre guillemets, quand tu es entrepreneur. Tu vas projeter des situations et ton cerveau va sécréter des shoots de dopamine, sérotonine, endorphine ou de noradrénaline et va évaluer si, en tendant vers ça, on va plutôt prendre des shoots de satisfaction addictive ou plutôt des shoots de noradrénaline et cortisol. Et donc, c'est comme ça que notre cerveau projette ses potentialités de satisfaction addictive. Et quand on choisit un plan qui est plus risqué qu'un autre, alors que potentiellement il pourrait sécréter de la noradrénaline et du cortisol, ça veut simplement dire que le cerveau pense qu'il aura encore plus de dopamine que les risques d'avoir de la noradrénaline. C'est ça. En fait, t'étais dans ce qu'on appelle dans BMO l'inéquation décisionnelle. L'inéquation, c'est deux termes qui ne sont jamais à égalité, et il y a toujours un terme plus important que l'autre. T'as jamais une situation qui serait que purement pure satisfaction addictive. Il y a toujours en contrepartie de la noradrénaline, de l'aversivité. Mais la question, c'est est-ce que la potentialité de satisfaction addictive est plus importante que la potentialité aversive ? Si c'est le cas, je vais avoir une intention d'engagement pour aller satisfaire l'addiction. Ou est-ce que la potentialité aversive est plus forte que la potentialité de satisfaction addictive ? Auquel cas, mon intention décisionnelle va être de détruire ou de sortir du contexte, ou fuir le contexte. Donc, on est toujours dans une inéquation entre deux termes. Lorsque, par exemple, en tant qu'entrepreneur, on pourrait la jouer sécurité. Donc, en la jouant sécurité, je minimise la noradrénaline, mais par là même, je vais minimiser la potentialité de satisfaction addictive. Mais dans ce rapport-là, la potentialité de satisfaction addictive est plus forte que la potentialité aversive. Ou alors, je peux prendre un maximum de risques. Mais qui dit un maximum de risques dit aussi un maximum de noradrénaline. Donc, si je veux partir dans cette voie-là, il va falloir que la potentialité de satisfaction addictive soit énorme pour être plus forte que la noradrénaline. Et est-ce qu'on pourrait donc considérer que les gens qui ont une plus grosse appétence au risque sont des gens qui produisent plus de dopamine lorsqu'ils réussissent quelque chose ? Alors, j'irai pas le chercher dans ce sens. Bien ou moins de noradrénaline quand ils ratent quelque chose. Alors, oui, ça a potentiellement la sensibilité, la gestion et surtout la propagation des déclencheurs. C'est-à-dire que tu peux produire de la noradrénaline intensément et éviter sa propagation, c'est-à-dire sa diffusion et son maintien dans le temps. Tu reviens plus facilement dessus et tu reprends plus rapidement le contrôle dessus, donc l'aversivité dure moins longtemps. Ça peut être la première chose. La deuxième, ça peut être des gens qui ont des très fortes addictions, justement, aux endorphines, à la dopamine, etc. Donc la tension addictive est très forte, et comme elle est très forte, je suis enclin à prendre plus de risques. Donc, tu vois, il y a plusieurs configurations possibles finalement dans cette dynamique-là. Et ouais, vas-y. Donc ça va vraiment dépendre des personnes. Faut toujours en fait, lorsqu'on analyse ce genre de choses, il faut toujours prendre la personne et son environnement. Et c'est parce qu'on est toujours, et on en revenait au mot-clé que tu avais attrapé tout à l'heure, c'est la capacité adaptative pour pouvoir s'adapter à un environnement en perpétuel changement. Et donc c'est toujours cette interaction entre l'individu et son environnement, tout le temps. Et est-ce que les expériences passées que tu as vécues renforcent telle ou telle voie ? Est-ce que par exemple le fait d'avoir pris souvent des risques et qu'ils aient souvent été couronnés de succès va t'encourager à prendre plus souvent des risques ? Ou à l'inverse, d'avoir pris ces mêmes risques mais avoir échoué va plutôt réduire ta volonté, ta capacité à prendre des risques ?
Eh oui, ça c'est à cause de nos mémoires, ça. En fait, comme je te l'ai dit, on est totalement aversif à la noradrénaline et au cortisol. Donc le jour où ton cerveau se prend un gros shoot de noradrénaline cortisol, surtout il mémorise toutes les données contextuelles dans lesquelles on s'est pris ce shoot aversif, pour être sûr à l'avenir que lorsqu'un de ces éléments-là apparaît, il le porte à ta conscience, il tire la sirène d'alarme en disant hop, 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 hop. La dernière fois qu'on s'est retrouvé dans telle considération ou qu'il y a eu telle chose, on s'est pris un shoot de noradrénaline là, c'est sûr que tu veux y aller. Hein. En fait, ça va venir réactiver la noradrénaline, donc l'aversivité. Alors qu'à l'inverse, si tu as pris un gros shoot de dopamine, d'ocytocine, sérotonine, endorphine, donc comme je te l'ai dit, on est tous des drogués. Pour s'en rappeler, il faut se rappeler qu'on a tous besoin de notre dose. Dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. D-O-S-E. Et donc si tu te prends un bon gros shoot au niveau de la dose, eh bien là ton cerveau va faire youhou, mais c'était la fête ça. Attends, on va mémoriser toutes les données contextuelles dans lesquelles on s'est pris notre dose, pour qu'à l'avenir, si jamais un de ces éléments-là apparaît, on tire la sirène d'alarme, mais cette fois-ci positive, en disant hey, attends, la dernière fois on s'est pris et on s'est fait ce kiff la dernière fois. Allez, vas-y, on y retourne. En fait, il va venir réactiver ça et ça va nous donner envie de se retrouver dans la configuration. Si tu as pris dans un contexte donné beaucoup de shoot de noradrénaline, tu as beaucoup d'aversivité qui va être réactivée liée à nos mémoires. Et donc forcément, une aversivité est retournée, quoi. Alors que si dans un contexte tu as pris beaucoup de satisfaction addictive, lorsque l'élément arrive, il va y avoir beaucoup de réactivation de satisfaction, et on sera beaucoup plus enclin à y aller. Ok, hyper intéressant. Et tu vois, dans nos sociétés, on critique de plus en plus, enfin, je vais pas dire qu'on critique, mais on se demande de plus en plus si ce besoin de toujours plus, d'aller toujours plus loin, d'avoir toujours plus d'argent, d'avoir une maison plus grande que son voisin, tu vois, le fait de toujours aller vers l'avant est pas quelque chose en réalité qui nous rendrait moins heureux. À t'écouter, j'ai l'impression que ce besoin de toujours plus, en fait, c'est ça qui nous met en mouvement, c'est ça qui nous différencie de cet état inerte dont tu parlais tout à l'heure, et qu'en réalité, c'est un processus qui est hyper important et que c'est une folie de croire qu'on pourrait être heureux sans rechercher à avoir toujours plus et aller toujours plus loin. Oui, quelque part par là, si tu veux, c'est que les mécanismes qui nous mettent en mouvement nous amènent à ça. Mais après, c'est pas parce qu'on en a toujours plus qu'on sera plus heureux. Pourquoi ? Parce que c'est un état homéostasique. Ce qu'on appelle un état homéostasique, c'est que le taux de concentration de ces hormones et de ces neurotransmetteurs fluctue et doit fluctuer entre deux seuils. Le seuil basal, qui est vraiment le seuil le plus bas d'équilibre, de pseudo-équilibre. Si on passe en dessous de ce seuil-là, le manque va devenir aversif. Et le seuil d'habituation, qui va être que lorsque je vais passer au-dessus, je vais ressentir une forte décharge de satisfaction. Et en fait, le but du jeu, c'est de réussir à rester en fluctuation entre les deux seuils. Plus je vais passer du temps au-dessus du seuil d'habituation, plus ce seuil va se rehausser. Alors c'est vrai, je vais être en satisfaction, forte satisfaction, mais n'empêche que la prochaine fois, vu que le seuil se rehausse, il m'en faudra un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Oui, mais ça veut dire qu'en même temps que le seuil d'habituation remonte, c'est l'homéostasie toute complète qui remonte. Donc le seuil de manque avec. Et donc je vais me retrouver plus facilement en dessous du seuil de manque. Il suffit qu'il y ait le seuil de satisfaction ou le seuil homostasique est tellement élevé que la moindre déperdition va de suite me plonger en manque. Donc, en aversivité. Donc, dans la phase ascendante toujours plus, c'est l'extase, on va dire, je caricature un peu, mais très vite, je vais me retrouver en manque, et puis sacrément en manque. Donc très très aversif. Donc en fait, ça va nous amener aux deux extrêmes. Pour moi, le bonheur, mais le bonheur permanent, c'est comme si c'était une injonction qu'on devrait être en bonheur permanent, est complètement erroné. C'est-à-dire que le bien-être général, en acceptant qu'il y a des hauts et des bas, dans cette acceptation-là, nous permet d'éviter d'aller en chercher toujours plus, mais nous permet aussi de mieux traverser lorsqu'on est en dessous du seuil de manque. Et c'est vraiment en jouant sur la tempérance. Je rappelle que la tempérance, à la base, c'est une vertu. C'est pas pour rien que c'est une vertu. C'est la capacité à ne pas aller chercher les extrêmes. Et lorsque je suis heureux de quelque chose, eh bien, savoir m'en contenter. Et lorsque, malheureusement, je manque de quelque chose, ne pas me retrouver non plus trop en manque, trop en déperdition. Et donc, pour moi, voilà, si on se laisse aller à un pur instinct naturel, oui, on va arriver en saturation parce qu'aujourd'hui, on est capable d'exploser les seuils d'habituation parce qu'on a tout à disposition. Si on veut
Et donc là, pour le coup, oui, ça sera toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais les seuils homostasiques vont monter, 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 et la chute va faire très mal. Et donc là, pour le coup, très, très, très aversif. Pour moi, la bonne posture, c'est voilà, savoir tempérer ces extrêmes-là. Ces fameux neurones inhibiteurs. Et donc la clé, c'est d'apprendre à être heureux dans l'instant plutôt que d'être toujours dans la projection de ce qu'on pourrait avoir de plus après. La clé, c'est de pas chercher à être trop heureux. C'est bizarre comme mot, mais faut savoir être modérément heureux. Parce que si jamais tu vas chercher un très très fort bonheur très très longtemps, eh ben tes seuils homostasiques vont monter, 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 et il arrivera un seuil, un plafond de verre qu'on ne pourra pas atteindre, et la chute va faire très 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 mal. Donc, pour moi, la clé c'est ça, c'est la tempérance, c'est la capacité à tempérer les choses pour éviter que les états homostasiques montent trop haut. Et ce qui fait que globalement, on a des hauts, des bas, mais pas hyper aversifs et pas ultra expressifs non plus. On est bien en fait. Hyper intéressant. Si j'ai bien compris, tu devais partir à 10h30, il nous reste 20 minutes. Du coup, je te pose juste une dernière question sur les processus de décision, mais j'invite tous les intéressés à suivre l'initiation gratuite de BMO qui permettra d'aller plus en profondeur sur le sujet et qui est hyper intéressante. Tu disais tout à l'heure que le cerveau prenait 30 000 ou 35 000 décisions par jour, la plupart en majorité de façon inconsciente. Il n'emporte qu'un faible pourcentage à notre conscience. Donc, tous ces processus-là sont automatiques. Comment est-ce que tu arrives à renforcer un processus qui est automatique sur lequel tu n'as aucune prise pour prendre des décisions de meilleure qualité? Bah déjà, faut suivre l'initiation pour comprendre comment ça marche. Il y a beaucoup beaucoup de choses en fait. C'est juste qu'avec j'essaye de voir comment on peut l'aborder avec les informations qu'on a aujourd'hui disponibles. En fait, faut avoir en tête que 100% de nos décisions, sans aucune exception, sont d'abord prises par notre cerveau, avant toute chose. C'est ce qu'on appelle la phase décisionnelle, prédécisionnelle, donc inconsciente. Elle se joue en 230 millisecondes. C'est là qu'effectivement, on a en moyenne 35 000 décisions qui sont prises par jour. Donc 100% des décisions sont avant toute chose prises par mon cerveau. Sur la totalité de ces décisions, il n'y en a que 0,26% qui seront portées à ma conscience. Donc ça veut dire que 99,76% des décisions seront automatiquement prises par mon cerveau et mon cerveau ne daignera jamais m'en informer. Ça ne sera jamais monté à ma conscience. Comment est-ce qu'on fait pour agir en fait sur ces 99,76%? Eh bien, ces 99,76% qui émergeront jamais à ma conscience reposent exclusivement sur les mécanismes addictifs et aversifs. Exclusivement. Donc, comment est-ce que, en fait, c'est en comprenant parfaitement ces mécanismes addictifs et aversifs et comment ils sont déclenchés dans mon interaction à l'environnement que du coup, là, je vais pouvoir avoir un levier, créer un levier d'action sur ces décisions-là. Comment est-ce que j'arrive à maximiser la potentialité de satisfaction addictive tout en restant dans des équilibres homostasiques et comment est-ce que je peux réduire au maximum les mécanismes aversifs. Mais ça va être dans l'adaptation à mon environnement. Ça serait illusoire et ça serait même, enfin, techniquement parlant impossible et même pas souhaitable de vouloir conscientiser les 35 000 décisions. Notre cerveau est pas du tout câblé pour ça. Il consommerait une énergie astronomique et puis on n'y arriverait pas. Ça fait péter un câble. C'est ça. On serait fusionné avec le réel, c'est ça. Ça serait juste l'enfer. Donc, c'est plutôt dans la régulation. Une fois qu'on comprend bien ces mécanismes de satisfaction addictifs et aversifs et comment ça marche dans notre cerveau, on est capable de pouvoir mettre en place des environnements dans lesquels cette interaction fonctionne bien. Donc on n'a pas une action directe sur la décision, mais dans le contexte d'adaptabilité, dans le contexte décisionnel. Ensuite, pour les 0,26% restants, il y a toute une mécanique liée à la conscientisation. Et là, par contre, il y a plein d'autres leviers, mais qui sont relativement divers et variés et longs à expliquer. Et toi, personnellement, est-ce que tu as des petits hacks ou des routines que tu utilises au quotidien justement pour satisfaire à tes 4 hormones addictives sans pour autant dépasser les seuils et à créer un environnement favorable qui te permette d'être heureux mais pas trop et de prendre de bonnes décisions de fait? En fait, je surveille énormément. Je cherche pas à me concentrer sur
des décisions très 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 précises, mais je suis très très vigilant à l'équilibre global. Tu vois, plus aborder les choses dans leur globalité, dans cette notion, comme on vient de le dire, d'interaction entre moi et mon environnement, avoir construit un environnement qui me permet de bien gérer cet équilibre et d'avoir plein de marqueurs très tôt qui me permettent de mettre en alerte ces déséquilibres. Tu peux donner un exemple? Donc par exemple, dans la formation, il y a donc l'initiation, praticien niveau 1, praticien niveau 2, et ensuite il y a maître praticien. Dans le maître praticien, on va travailler le mentorat. Et dans le mentorat, notre exercice fil rouge, c'est la mémorisation d'un jeu de 52 cartes. C'est-à-dire qu'on va mélanger nos cartes, et puis très rapidement, on va te faire défiler les cartes pour les mémoriser, et ensuite restituer l'ordre. C'est une tâche cognitive relativement complexe, mais avec un peu d'entraînement, on le fait en 6-7 minutes. Une des personnes, Sophie Dalmo, arrive à le faire, je crois, en 3 minutes 48 dans le groupe. Et donc, c'est des tâches cognitives très complexes. Et en fait, en le faisant tous les jours, eh bien, si jamais on a trop tiré sur la corde, la noradrénaline est trop forte, ou nos états physiologiques ne sont pas bons, ou qu'on est pris dans des états de frustration ou de manque, la capacité cognitive va être inférieure. Et donc, au lieu de le faire en 7 minutes, on va le faire en 9 minutes. Et là, ça nous met en alerte. C'est des signaux faibles, en fait. On vient chercher des signaux faibles de déséquilibre pour pouvoir de suite réajuster. Par exemple, moi, toutes mes nuits, je les enregistre. J'ai un tapis de captation sous mon matelas et je peux voir ma fréquence cardiaque, la régularité de mes cycles, les amplitudes, etc., les répartitions de cycles. Et si par exemple je commence à voir de plus en plus de phases de sommeil profond durer dans la nuit, parce que normalement le sommeil profond on l'a plutôt dans la première moitié de nuit, ensuite on va plutôt aller chercher du sommeil léger ou du sommeil paradoxal dans la deuxième moitié. Mais si par exemple je m'aperçois que mon sommeil profond commence à prendre les 2 tiers ou les 3 quarts de ma nuit, là, ça va me met en alerte. Donc, je vais plutôt ralentir, faire attention au corps pour conserver mes états physiologiques. Donc, tu vois, c'est plus garder cet équilibre global. Et lorsque je constate un déséquilibre, chercher la cause pour de suite venir la corriger et pas attendre d'être totalement en déséquilibre pour réagir. Parce qu'il va falloir, ça sera beaucoup plus long et beaucoup plus difficile de revenir à l'équilibre. Donc, c'est plutôt, voilà, cette maîtrise d'interaction, d'équilibre. Lorsque quelque chose part au déséquilibre, ça veut dire qu'il y a des extrêmes qui sont en train de se créer. Et c'est ça, c'est ce sur quoi je travaille. Ouais, du coup, tu as mis en place quelques petits tests qui te permettent de post-analyser ton quotidien et de savoir si tu es potentiellement dans un bon état d'équilibre ou s'il y a quelque chose à corriger, quoi. Et c'est quoi la marque du matelas que tu utilises là, du sous-matelas pour suivre ton sommeil? Ouais, tu me l'enverras par mail si tu t'en souviens. WeThings. WeThings, ok. J'utilise WeThings et j'utilise une autre chose sur la captation ou la maîtrise cognitive, notamment la captation de l'activité du néofrontal. Je détourne l'usage d'un casque qui s'appelle Muse 2. Ah yes, je l'ai. Et donc, tu vois qu'on a un métrique dans les différents métriques, on en a un sur le niveau d'activation du néofrontal. Et au lieu de m'en servir simplement comme un exercice de méditation, je vais faire des exercices avec, mesurer ma capacité justement à faire fluctuer les seuils et à maintenir les seuils. C'est pas tant de savoir sur l'application si je suis sur un niveau constant, élevé ou calme, mais dans la capacité à changer d'état et maintenir l'état. Et le fait de maintenir l'état nécessite une forte concentration de neurones inhibiteurs. Et si je vois que j'arrive pas à maintenir l'état, ça veut dire que le neurone inhibiteur n'arrive pas à résister. S'il n'arrive pas à résister, c'est que j'ai un déséquilibre et je vais aller chercher la nature du déséquilibre. Ça, c'est des exercices que tu partages dans la formation BMO? Oui, c'est ce qu'on fait en mentorat, entre autres. Ok, ça m'intéresse vachement. J'aurais bien aimé les creuser un petit peu pour les tester vu que j'ai le casque aussi. Yes, mais avec grand plaisir. Et justement, la formation BMO, ça se passe comment? Parce que tu disais que c'était en semaine, en entreprise, donc ça dure combien de temps? Enfin, tu peux en dire 2 mots? Alors, à l'époque, j'intervenais en entreprise. Aujourd'hui, maintenant, il y a 5 ans, j'ai eu le nez creux d'ailleurs à l'époque, j'ai tout digitalisé. Ça nous a permis de travailler, créer un environnement digital adapté au digital. Donc, on fait que du live. Chaque live, ensuite, est enregistré en même temps pour qu'on puisse revenir dessus en replay. Et puis, si jamais on n'était pas disponible sur un live, parce qu'on a des espaces membres, dans l'espace membre, le replay est mis à disposition dans les 24 heures, ce qui permet de pouvoir suivre le replay et revenir en live sans rien avoir loupé. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une bonne adaptation au niveau du planning de chacun. La formation, elle se décompose en plusieurs étapes. D'abord, il y a l'initiation qui est ouverte à tous, qui est gratuite, qui nous permet de découvrir un petit peu, de venir explorer comment ça se joue au niveau du cerveau et d'amorcer la compréhension de cette inéquation.
J'invite chacun à en faire la découverte, mais c'est pas un préalable indispensable. Ensuite, on a les deux niveaux praticiens. Praticien niveau 1, praticien niveau 2. Le praticien niveau 1 dure 20 heures, 10 sessions de 2 heures, et on va venir étudier justement cette fameuse inéquation, c'est-à-dire la mécanique décisionnelle préconsciente. Comment notre cerveau prend ces 35 000 décisions en moyenne par jour en 230 millisecondes. Donc c'est ça qu'on étudie dans le prat 1. Praticien niveau 1, pardon. J'ai l'habitude de contracter les termes. Dans la formation praticien niveau 2, donc qui suit la 1, on va venir étudier cette fois-ci toute la mécanique décisionnelle consciente. Comment la construction de nos représentations, qui elle peut prendre plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs jours parfois, va venir influencer la mécanique décisionnelle préconsciente. C'est-à-dire qu'on a une boucle de rétroaction. Et donc cette fois-ci, on va venir étudier construction des systèmes de représentation, fonctionnement des mémoires, mécanique attentionnelle, maîtrise de l'esprit critique, impact de l'environnement, etc., etc. Ça, c'est le niveau praticien niveau 2. Avec prat 1 et prat 2, pour le coup, on aura fait le tour en 40 heures de la totalité des mécanismes à la fois neurologiques et cognitifs qui sont en jeu lors d'une stratégie adaptative, lors d'une mécanique décisionnelle. Et ensuite, il y a le mentorat. Donc les praticiens 1 et 2 se font en collectif, c'est des sessions de maximum 20 personnes. Et ensuite le mentorat, c'est de l'individuel sur un an. Parce que le gros du travail, en fait, le mentorat, c'est pour devenir maître praticien. Maître praticien, c'est pas maître du monde, c'était surfait, c'était déjà vu. Donc on a dit, déjà on va essayer d'être maître de nous-mêmes, ça serait déjà pas mal, c'est déjà un vaste sujet. Donc c'est pour être capable de développer la maîtrise de soi. Mais la maîtrise de soi ne passe pas nécessairement ou exclusivement par la connaissance. Comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce que pour vous c'est important de faire du sport ? Ah ouais, vous faites du sport ? Donc le tout, c'est pas le tout de connaître, c'est d'être capable de mettre en action, de faire. Et cette maîtrise du faire, justement, c'est une maîtrise, c'est la capacité que va avoir notre cerveau à mettre en œuvre la stratégie adaptative. Et là, pour le coup, ça va souvent nécessiter le fait de déconnecter des fonctions automatiques pour passer en pilotage manuel. Et ce fait de passer en pilotage manuel vous nous donnez la capacité de faire. Là, l'automatisme nous en éloigne. Et donc, pour être capable de passer en pilotage manuel, on va travailler ce qu'on appelle le développement de la réserve cognitive, c'est-à-dire la densification des voies neuronales, les interconnexions entre les différentes aires corticales et le renforcement des neurones inhibiteurs. Donc, on va vraiment venir chercher un développement bio-organique de la structure cérébrale qui nous permet de fait de prendre la maîtrise de nous-mêmes et nous donne la capacité de faire. Et ça, faut compter à peu près un an. En individuel, puisque chacun a une structure neuronale différente. Donc j'ai un peu plus de 80 personnes en mentorat. Ils sont tous différents. On va chercher la même finalité, mais on va utiliser des moyens différents pour s'adapter aux structures neuronales de chacun. Hyper intéressant, ça me donne vachement envie. Et les 10 sessions de 2 heures, du coup, elles s'articulent en une session par semaine de 2 heures, c'est ça ? À peu près, ça dépend avec qui on le fait en fait. Aujourd'hui, on est 7 ou 8 à la transmission. J'ai la chance, enfin, depuis le mois de janvier, d'avoir des maîtres praticiens formateurs. Donc c'est des personnes qui ont tout suivi. Passer encore un niveau au-dessus. Voilà, qui sont devenus maîtres praticiens formateurs. Donc ils ont fait l'initiation, ils ont fait des praticiens 2, leur mentorat, qu'ils ont réussi à mener à terme. Et c'est un vrai travail de fond. Et ensuite, ils ont suivi, ils sont entraînés en tant que maître praticien formateur et aujourd'hui ils sont autorisés et certifiés pour pouvoir dispenser la formation BMO. Donc chaque maître praticien formateur ensuite est libre sur l'organisation. C'est-à-dire le contenu est le même chez chacun, mais si par exemple ils veulent faire une session par semaine le matin, ils choisissent la temporalité et les périodes comme ils le souhaitent. Donc pour le coup, en fonction des différents formateurs, certains font le praticien niveau 1 en 1 mois, d'autres vont décider de le faire en 2 mois. Certains sont plutôt sur des sessions du soir, d'autres du matin. Et j'ai entendu également dans les coulisses de BMO que certains réfléchissent peut-être aussi à penser à un format version samedi matin pour ceux qui vraiment en semaine peuvent pas réussir à se libérer. Donc cool. Et je suppose que via la plateforme en ligne, tu peux choisir ton planning et en fonction, tu seras mis sur le formateur qui est disponible à tes heures, quoi. Exactement. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il y a un entretien préalable. Pour plusieurs raisons. D'abord, l'inéquation décisionnelle est un outil extrêmement puissant et qui a un vrai impact dans la mécanique décisionnelle, à la fois pour soi, mais également pour autrui. Donc, on vient jouer en plein cœur du cerveau humain. Donc, il y a une chose qui est fondamentale pour nous, c'est l'éthique d'usage.
On n'a pas envie de donner des outils et que pour des finalités qui ne s'inscrivent pas. Je suis personne pour dire ce qui est éthique ou ce qui l'est pas. C'est des valeurs, mais à minima dans le respect des autres et de soi-même. Ça évite déjà pas mal d'écueils. Donc ça, c'est la première chose qui nous tient beaucoup à cœur. La deuxième chose, c'est également pour s'assurer que les personnes n'y viennent pas y chercher. On n'est pas des thérapeutes. On n'est pas diplômé pour pouvoir faire de la thérapie. Donc tout ce qui va être pathologie clinique, quand on nous contacte par rapport à ça, je reroute obligatoirement vers des professionnels de santé dont c'est le métier et la fonction. On n'est pas là pour se substituer aux professionnels de santé. Ça n'empêche pas après que la personne en parallèle puisse décider malgré tout de le suivre, mais encadré par un professionnel de santé. Donc voilà, donc il y a forcément un entretien préalable soit avec moi-même, soit avec un maître praticien formateur. Et après, à l'issue de cet entretien-là, on étudie ensemble ce que la personne préfère. Ok, on va programmer ça. Est-ce que tu aurais un prochain invité à me recommander et un livre que tu aimerais m'offrir ? Alors, ouais, j'en ai un. J'ai eu, il y a un livre dans la formation qui nous tient extrêmement à cœur, qui est l'art du questionnement. L'art du questionnement, les techniques de questionnement et l'art du questionnement de Lionel Bélanger. C'est un bouquin c'est très intéressant en fait de voir comment la technique de questionnement va venir impacter la mécanique de construction et de déconstruction des systèmes de représentation. Et donc moi c'est un bouquin que j'ai décortiqué en long, en large, en travers et que je transmets à chaque formation en Prat 2 depuis des années. Et l'auteur, Lionel Bélanger, l'a découvert il y a un an et demi. Et donc, on s'est mis en relation. Et on a beaucoup échangé. Et c'était extrêmement intéressant, du coup, de pouvoir échanger avec l'auteur. Et il m'a offert la possibilité de préfacer sa 9e édition, qui est sortie en janvier. Et donc, c'est sur les techniques de questionnement de Lionel Bélanger, dont j'ai eu l'immense bonheur de pouvoir faire la préface. Et c'est vraiment un bouquin que je recommande à mettre entre toutes les mains. Ça change tellement de choses dans la relation à autrui et dans même la mécanique adaptative autour de nous, de passer par le questionnement et plus par l'affirmation, que c'est un pur bonheur. Et avec grand plaisir, je t'offrirai ce bouquin. Et c'est aussi le prochain invité que tu me recommandes, Lionel ? Ah oui, complètement. Ok. Écoute, en tout cas, j'aime bien le titre. Je sais pas encore ce qui se cache derrière, mais le questionnement, c'est sûr que tu parlais de mouvement et le questionnement est à la base du mouvement. Et ne serait-ce qu'une question toute simple que tu peux te poser tout au long de ta journée, c'est est-ce que c'est normal de... Tu vois, on fait un tas de choses sans se poser de questions parce que ton voisin le fait, parce que tu as été conditionné par la société pour le faire. Et à aucun moment, tu te demandes si c'est congruent avec ta physiologie, avec ce que t'es. Parce que tu vois, on est un petit peu trois personnes. On est à la fois des citoyens, on est des humains et on est aussi un peu des animaux, tu vois. Et il y a un fondement biologique, il y a toute la strate sociale qu'on a rajoutée dessus. Et puis, et tous ces conditionnements-là nous font faire des choses. Et au bout d'un moment, on les fait par automatisme sans se demander si c'est normal, si ça nous rend vraiment heureux, si c'est en accord avec notre physiologie, etc. Et je pense que remettre du questionnement dans nos vies, c'est une belle façon de se mettre en mouvement et de potentiellement avoir une expérience beaucoup plus belle, beaucoup plus intense, ce que j'essaie de partager par ailleurs dans ce podcast. C'est ça, curiosité et questionnement, bon, de pair. Ok, écoute, je suis pile dans le timing. Il me reste juste 2 minutes pour que tu me fasses ton petit check-out. Qu'est-ce que tu as pensé de cet échange ? Est-ce que ça t'a plu ? Extrêmement sympa. J'aime beaucoup ce format où qui associe une idée à une autre et comment on part explorer, on démarre ensemble, on ne sait pas exactement où on va aller, on prend un chemin justement qu'on ne connaît pas et ça amène effectivement à aborder des concepts, des questions, des rencontres, un échange que tu sais gérer d'une main de maître. Et c'était un vrai bonheur et je t'en remercie pleinement. C'est gentil. C'était un plaisir également de partager cette aventure avec toi qui est tout simplement passionnante. Moi, les fonctionnements du cerveau, des processus décisionnels, etc., je trouve ça hyper intéressant. Et j'aurais aimé pouvoir creuser encore beaucoup d'autres choses. J'avais plein d'idées. Au fur et à mesure que tu parlais, tu vois, comme tu dis, ça part dans tous les sens. Et je me notais des trucs. J'aurais pu rebondir sur plein de choses. Mais c'est bien, ça laissera un bon teasing pour la formation BMO que j'ai hâte de suivre un jour. Je l'avais déjà noté sur ma bucket list de rêves, entre guillemets, en tout cas de choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc ça ne saurait tarder. Eh bien, je serais absolument ravi de t'accueillir en formation et de te faire découvrir tout ça et qu'on puisse creuser tout ça ensemble en tout cas. Un grand merci à toi. Merci Guillaume, à bientôt, ciao. À très bientôt, ciao. Hop, pas si vite. Avant de t'en aller, j'ai encore 2 petites choses à te dire et une surprise.
Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage 2 fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet outro. À vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette Limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. À bientôt!